Depuis plus d'un siècle, la physique quantique révèle un univers où la matière n'est jamais totalement matière, où l'information circule partout et où l'observateur influence ce qu'il observe. Mais qu'est-ce que cela change lorsqu'on parle du vivant ? En naturopathie, on évoque depuis longtemps l'énergie, le terrain, la résonance, l'information. Mais que deviennent ces notions lorsqu'on les regarde à travers le prisme du quantique ? Est-ce que cela éclaire réellement la biologie du corps ? Est-ce que cela permet de comprendre différemment l'inflammation, le stress, la somatisation ou l'intuition ? Et pourquoi certaines traditions anciennes, de la médecine chinoise au chamanisme, semblent-elles avoir intégré ces principes bien avant la science moderne ? Dans cet épisode, nous allons explorer ce que recouvre réellement la naturopathie quantique. En quoi le quantique peut donner du sens à l'eau, à la nutrition ou aux plantes. Et comment cette lecture peut transformer notre manière d'écouter le corps, d'accompagner la santé et de comprendre la conscience. Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir Loïc Ternissien. Avec lui, nous allons explorer une lecture du vivant où la science, les traditions et l'expérience du corps dialoguent enfin. Loïc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es herboriste, naturopathe, énergéticien et auteur à succès, reconnu pour ton approche singulière de la santé. Une vision qui relie le corps, la nature et la conscience, et qui vise avant tout à rendre chacun acteur de sa santé. Avant d'exercer en tant que praticien, tu as suivi un cursus universitaire en ingénierie en prévention santé, une formation qui t'a donné de solides fondations en biologie et physiologie. C'est ensuite au Canada que tu t'es formé à la naturopathie, à l'herboristerie et aux approches énergétiques. Une étape décisive qui a profondément transformé ta manière de comprendre le vivant. Depuis plus de 10 ans, tu accompagnes des milliers de personnes en consultation, en formation et à travers des programmes en ligne. Ta pratique réunit aromathérapie, herboristerie, nutrition, travail énergétique, les constellations familiales, l'usage du tambour et la pédagogie, avec un fil conducteur clair, transmettre des savoirs complexes de manière accessible et permettre à chacun de se réapproprier sa santé. Tu es également fondateur de Navae, la communauté qui accompagne et aide tout un chacun à prendre soin de lui au travers de formations, de produits sélectionnés, d'une librairie et de dossiers spéciaux. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier vient tout juste de paraître aux éditions HarperCollins, Reprends le pouvoir sur ta santé. La collection à succès En finir naturellement avec, ou encore Naturopathie quantique. Cet ouvrage a d'ailleurs marqué une étape importante dans ton parcours dans la mesure où tu es le pionnier en France de ce concept de naturopathie quantique, que tu as toi-même déposé et structuré et qui propose de faire dialoguer les traditions naturelles, la biologie moderne et les principes de la physique quantique. Très présent sur les réseaux sociaux et régulièrement invité dans les médias, tu es aujourd'hui considéré comme l'un des interlocuteurs majeurs de la santé naturelle, reconnu pour ta capacité à rendre intelligibles des sujets souvent techniques ou perçus comme subtils. Et c'est précisément pour cette vision vivante, structurée et profondément incarnée de la santé, pour ta capacité à relier science, tradition et conscience du vivant, que nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ouais, encore merci. Avec tout ça, je vais me cacher sous la table. C'est gentil. On aime mettre à l'aise direct. Ah bah, je suis pas sûr que ça me mette super à l'aise, mais merci beaucoup, c'est flatteur. Ça fait bizarre de voir son parcours résumé comme ça, donc merci à toutes les deux. Et c'est toi, c'est la vérité. Ça n'est que tangible. Alors, on va commencer avec notre première question signature. Comment est-ce que tu définirais la performance ? Alors déjà, faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le terme performance, mais si je le relie avec tout ce qui vient d'être dit sur une vision post-matérialiste, je dirais que la performance, c'est vraiment d'être en mesure d'avoir conscience que tous les potentiels existent et que notre rôle, justement, est de pouvoir choisir et incarner le potentiel que l'on souhaite avoir. Parce que la performance, ça peut être plein de choses. Ça peut être travailler beaucoup, ça peut être
être un bon leader, voilà, ça peut. En fait, il y a plein de définitions de la performance. Toutes ces définitions finalement coexistent. Et nous, en tant que leader ou en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, eh bien, la performance, pour moi, c'est vraiment d'être en mesure de se poser, de dire, ok, je suis responsable de ce que je veux incarner dans mon approche et de ce que je veux mettre en place. Donc, qu'est-ce que je vais choisir de faire ? Parce que je peux le faire, je suis l'observateur. Mais ça, je crois qu'on aura le temps d'en parler. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Alors, mission de vie, pour moi, c'est un terme qui résonne pas vraiment. Parce que je vois beaucoup de personnes en consultation que ça culpabilise. Moi, ce qui m'anime, en vrai, c'est d'être en vie. C'est d'être heureux. Voilà. C'est énorme déjà. Il n'y a pas plus que ça, et c'est ce que je dis souvent à mes consultants qui sont là, qui cherchent « Ah, j'ai pas de mission de vie, etc. » Je dis peut-être que votre mission de vie, c'est juste déjà de vivre et d'incarner votre vie pleinement et d'y mettre du cœur. Et puis peut-être que il y a juste ça, en fait. Fin de l'épisode. On n'a pas besoin de plus. Pour commencer, très simplement, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la naturopathie quantique ? Alors, la naturopathie quantique, c'est un autre regard sur la naturopathie, une théorisation de ma vision de la naturopathie au regard de la physique quantique. Mais là, on peut aller plus loin. C'est quoi la physique quantique ? Parce que pour poser le cadre, la physique quantique, c'est la branche de la physique qui va étudier tout ce qui se passe au niveau subatomique. Et toutes les bizarreries qui vont se trouver au niveau subatomique, comme le fait qu'une particule peut être à 2 endroits au même moment, qu'elle peut être intriquée. Donc intriquée, c'est d'être reliée quasiment pour l'éternité avec une autre particule qui se trouve au bout de l'univers, si elles ont été en contact. Et pour moi, c'est vraiment la relecture de la naturo, des outils de la naturopathie, au travers de cette nouvelle grille de lecture. C'est un petit peu comme si on changeait juste de paire de lunettes. Je vois la naturopathie matérialiste, avec ses molécules physiques, ses principes actifs. Je change juste de paire de lunettes pour regarder ce qui se passe un petit peu en dessous. Et comment est-ce que ça peut expliquer ? Parce que moi, je vis depuis quasiment toujours d'avoir des intuitions, des perceptions, de savoir que telle plante sera meilleure qu'une autre, alors qu'au niveau des principes actifs, c'est plus ou moins la même chose et il n'y a pas d'explication. De savoir que je dois donner cette plante de telle manière plutôt que d'une autre, sans avoir d'explication tangible ou rationnelle, disons. Mais tout ça peut s'expliquer. Et c'est grâce pour moi à cette grille de lecture qui va inclure la conscience, qui va inclure la connexion à soi, la connexion, le système quantique, que l'on peut justement appréhender cette naturopathie-là. Et ça s'est fait par ta pratique personnelle ou ta pratique professionnelle, cette découverte vers le rapprochement naturopathie et physique quantique ? Alors, il y a eu les deux. La première, ça a été... Alors, déjà, j'ai fait de la physique quantique quand j'étais à l'école. J'ai rien compris. Ça, c'est un fait de base. Je comprenais que dalle. Enfin, je me dis, mais ça. Puis, je pense que c'est quelque chose qui s'apprenait trop jeune, parce que on n'a pas le cerveau prêt à voir le monde autrement. Et puis, avec les années, j'ai pas découvert, mais j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à comprendre que c'est drôle, j'entends des voix. Alors, j'ai vu une psy qui m'a dit « T'es pas fou, t'es juste potentiellement médium, tu te démerdes avec ça. » Donc, j'ai eu des expériences de développement de conscience, j'ai eu des messages qui sont arrivés à moi, j'ai commencé à faire du travail énergétique, j'ai commencé à me rendre compte que quand un consultant venait à moi, c'est quand même un peu bizarre, j'ai les remèdes avant même qu'il me dise son problème, que je notais. J'ai fait des soins énergétiques dans lesquels, et je le raconte dans le livre Naturopathie quantique, dans lesquels il s'est passé des expériences assez dingues qui reliaient différents espaces-temps et qui ont permis à la personne d'aller mieux. Et à un moment, je me suis posé sur mon fauteuil et me dire, ok, tout ça c'est ésotérique, mais je reste quand même quelqu'un de scientifique. Comment est-ce que je peux essayer d'expliquer ce que je perçois et la manière avec laquelle je vis ma naturopathie, mais avec quelque chose qui est un petit peu plus tangible. Et c'est de là que je me suis posé, que j'ai repris mes cours de physique quantique. Là, bizarrement, avec l'âge, la sagesse, je sais pas, on met ce qu'on veut derrière, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris. Dire que j'ai compris la physique quantique, c'est faux, complètement. Celui qui dit ça, d'ailleurs, est un vrai menteur, un charlatan, tout ce qu'on veut. Mais disons, j'ai compris certains concepts qui m'ont semblé coller avec ce que je vivais, ce que j'expérimentais. Et j'ai théorisé,
en fait, au fur et à mesure, un petit peu comme ce que j'avais vu à l'école, une démarche scientifique de on a une problématique, on a des théories, comment est-ce qu'on peut les assembler pour créer un concept. Et c'est comme ça que j'ai construit le livre. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que beaucoup de gens, quand on voit le titre, et c'est vrai que le titre peut mettre mal à l'aise parce que le mot quantique, on dit tout et n'importe quoi, c'est souvent utilisé à toutes les sauces, ça veut rien dire. Par contre, quand on lit le livre, les gens sont un peu en PLS parce qu'il y a quand même la moitié du livre, c'est de la physique, pour essayer justement de théoriser comment on passe de la physique classique à la physique quantique, de la physique quantique à la biologie, de la biologie, etc. Et donc, c'est ce parcours-là et toutes ces parties de ma vie, finalement, qui m'ont amené à un moment pouvoir théoriser ce concept-là et l'appliquer et de me rendre compte que d'ailleurs, j'étais pas le seul, puisque les anciens utilisaient déjà ça. C'est ça, on n'utilise juste pas forcément les mêmes termes, mais finalement, l'énergie derrière, on va dire, reste la même. Mais un peu plus, peut-être concrètement, comment, dans tes consultations, par exemple, ça a changé à partir du moment où tu as, accepté que tu intégrais cette notion de naturopathie quantique dans ta naturopathie du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement ? Alors, tout. Tout parce que je suis parti du principe où j'étais, on va dire avant, j'étais le thérapeute. J'avais le client, ou consultant, ça dépend comment on appelle. Et puis en gros, il y avait cette espèce de relation qui, en gros, je disais quoi faire et la personne, en gros, elle appliquait ce que je disais. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai compris que non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un système. Il y avait le consultant, il y avait les remèdes, et il y avait moi. On était dans la même bulle, donc j'influence mon consultant. Lui m'influence et les remèdes vont nous influencer. Donc c'est plus une relation où je te dis quoi faire et tu appliques. Non, il y a une danse qui se fait entre tous ces éléments-là. Et la deuxième chose que ça a bouleversé, c'est que j'ai pu essayer d'expliquer à mes consultants qu'en fait, là, ils ne sont qu'une version d'eux-mêmes. Et que, en gros, notre mission, c'est juste de les mettre en résonance, en cohérence avec la version d'eux-mêmes qu'ils souhaitent avoir. Et s'ils viennent, ils viennent avec un objectif. Et c'est plutôt que de leur dire, va falloir bûcher pour arriver à cet objectif, c'est juste dire non, l'objectif, il est déjà atteint. Vous l'expérimentez juste pas parce que c'est pas votre réalité matérielle physique. Mais il est déjà atteint. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste faire tout pour que vous y arriviez et que ce soit ce que vous expérimentiez. Et dans l'énergie ou la tension du client, dans son mal-être, dans sa douleur physique, etc., ça a tout changé. Parce qu'on est passé de « va falloir que je bûche et je suis pas sûr d'y arriver » à « en fait, ça existe déjà et j'ai juste moi à essayer ». C'est moi en tant qu'observateur, donc le consultant, qui, en changeant mon regard, va potentiellement pouvoir faire que cette réalité existe. Et ça a tout changé. Ouais. Parce que mon travail, finalement, il est beaucoup moins à donner des... Oui, évidemment, je donne des remèdes, je donne tout ça parce qu'il faut le faire, parce que le consultant vient pour ça. Mais par contre, il y a une notion de vulgarisation, d'explication, de transformation, d'apport d'information à la personne qui est beaucoup plus puissante et qui aide la personne à révolutionner elle-même son objectif. C'est vraiment un chemin vers l'autonomisation et la responsabilisation des consultants, quoi. Ça a toujours été... ça, c'est ma croix, c'est le truc, c'est mon drapeau, c'est le truc que je fais ça sur les réseaux sociaux depuis plus de 12 ans maintenant. L'autonomisation, c'est pas pour rien que mon dernier livre s'appelle « Reprends le pouvoir sur ta santé ». En fait, on est vraiment là-dedans. Sauf que c'est au-delà de la matière. C'est vraiment prendre conscience que ça se joue pas juste où je vais changer mon régime alimentaire. Non. Parce que le nombre de consultants qui ont changé leur régime alimentaire, mais qui par contre étaient dans le stress, étaient dans le ça n'y arrivera pas, etc., tout ça, les pensées, elles vont influencer. Donc en fait, si on ne travaille pas sur ça pour s'assurer que ce que l'on va mettre en place fonctionne, ça ne sert à rien. Je l'ai appris avec le temps. Tu parles d'une notion qui est le corps information. C'est quoi concrètement ? Alors, le corps information, c'est une vision du corps qui est au-delà de la matière. C'est-à-dire qu'on sait, en physique quantique, qu'il y a la matière. Okay, elle est réelle, on est là, on la touche, elle est palpable. Sauf que cette matière, elle va être constituée, si on zoome, qu'on zoome, à un moment, on va se retrouver avec deux particules qui dansent entre elles, et entre-temps, soi-disant, il n'y a rien. On sait aujourd'hui qu'il y a de l'information. Et donc, nous, en tant que matière, théoriquement,
on n'échappe pas aux lois de la physique quantique qui nous expliquent que les particules sont à tous les endroits en même temps. Alors, c'est des potentiels, c'est des théories. Moi, elles me plaisent bien. Et qu'il y a, en dessous de la matière, quelque chose de sous-jacent qui est de l'information. Ça, les alchimistes en parlent, la médecine traditionnelle en parle, l'Ayurveda en parle, le chamanisme en parle, qu'il y a quelque chose de sous-jacent à la matière qui contient tout ce qui a été, qui est et qui sera. Donc ça veut dire que notre corps contient en subliminal l'information. Et si on veut aller même plus loin que ça, eh bien, notre ADN va contenir de l'information, c'est sûr, au niveau des bases azotées, mais plus loin que ça, parce que l'ADN, on sait aujourd'hui qu'il va émettre des biophotons, mais chaque cellule du corps va contenir une information qui lui dit quoi faire. On sait maintenant, on sait. Il y a de plus en plus de théories, parce qu'on ne sait pas vraiment comment les cellules se différencient. En tout cas, il y a des hypothèses, mais il y a certaines théories qui nous disent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, parce que toutes les cellules, à la base, elles contiennent le même matériel génétique, elles contiennent tout, et qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'information, qui à un moment va dire, toi, t'es un rein, toi, t'es un foie. Parce que si on change cette information sur une cellule de rein, elle peut devenir une cellule de foie, parce qu'elle a tout le matériel génétique pour le faire. Et donc, c'est cette information-là qui fait que, au niveau de chacune des cellules, il va y avoir une information différente, donc une information au niveau de l'organe, donc au niveau du corps. Et cette information-là, elle s'échange en permanence, parce qu'on émet des biophotons. Donc là, on est dans la même pièce, on échange de l'information, les ondes électromagnétiques, les téléphones, tout ça nous envoie de l'information. Et donc ce corps, c'est important de le regarder plutôt comme une espèce d'amas informationnel qui va impulser, via l'énergie, la biologie, et nos propres fonctionnements. Ce qui nous fait aussi revoir la maladie autrement. De se dire, la maladie, est-ce que c'est pas une surcharge informationnelle ? On va pas rentrer dans tout ce qui est entropie, etc., parce que là, je l'explique dans le livre, mais ça va un petit peu plus loin. De se dire, est-ce que finalement, on n'a pas une surcharge d'informations, on en a trop, ou de la mauvaise, c'est peut-être pas tant trop d'informations, parce qu'elle est toujours là, de la mauvaise, qui fait que ça va influencer un mauvais fonctionnement au niveau cellulaire, au niveau organique, et que c'est plus ça qui est à aller un petit peu décharger. Parce que toute notre vie, de la naissance à notre mort, on en accumule de l'information, comme un gros disque dur. Tout à fait. Et donc justement, là, est-ce que tu dirais que c'est de la biologie ? Est-ce que c'est de l'énergétique, de l'énergie ou de l'information pure ? Et comment on pourrait un peu le schématiser un peu d'une certaine façon ? C'est tout en même temps, en vrai. Parce que comme tout est vrai et faux en même temps, on ne peut pas classer les choses. Parce qu'en fait, l'information, elle existe. L'énergie existe aussi, c'est tout ce qui va mettre en mouvement. On a juste à regarder. Dans nos propres cellules, il y a de l'énergie. Il y a de l'ATP, par exemple. Donc, parce que tout le monde n'est pas expert de la biologie, est-ce que tu peux juste nous résumer très très synthétiquement ce qu'est l'ATP ? L'ATP, adénosine triphosphate, on peut résumer ça comme étant un petit peu notre carburant intérieur. Et ensuite, on a la matière. Donc en fait, tout ça agit ensemble, mais l'un va impulser l'autre. On sait, et c'est ce que nous disent l'alchimie, qu'en fait, l'énergie est un vecteur de l'information. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'énergie, l'information ne peut pas circuler. Et la biologie, ou en tout cas la matière, c'est le dernier maillon. Ça va répondre à ce qu'il y a avant. Donc tout ça coexiste. Alors justement, parlons du stress. Comment est-ce que le stress impacte nos décisions du bon côté ou du mauvais côté ? Il y a le stress, déjà juste en regardant du côté biologie. Si on reste purement dans la matière, on le sait, le stress va dérégler au niveau hormonal l'organisme. On a le stress d'urgence. Celui-là, il est vital, parce que je suis désolé, mais moi, si je suis face à un tigre, j'espère que je vais être stressé pour pouvoir survivre. C'est quand même grâce à ça que l'humanité a survécu. Et il y a le stress chronique, qui est le dernier maillon, la dernière étape, qui, elle, est dangereuse, voire mortelle. Juste là, au niveau biologique, on sait que dans la matière, ça va avoir des conséquences. Par contre, en amont, il y a eu des pensées. Des pensées, c'est de l'information. Il y a eu des pensées, il y a eu un développement beaucoup plus mental. Et donc, le fait d'avoir déjà cette espèce de cercle vicieux biologique qui a sûrement été impulsé par soit des mémoires, parce que souvent, quand on a quelque chose de stress, ça peut être lié à quelque chose de la petite enfance qui est répété, qui nous fait avoir des pensées, des comportements qui ensuite influencent la biologie, qui elle-même influence nos comportements. Et ensuite, c'est le hamster qui tourne dans sa roue et on n'arrive pas à en sortir. Donc, voilà pour la première partie. Et la deuxième, c'est que le stress va nous amener à être beaucoup plus dans le mental
et donc nous déconnecter finalement de notre corps, de nos sensations et de nos décisions qui vont être plus justes, plus intuitives, plus ressenties. Et ça, pour moi, c'est le deuxième volet où le stress peut être vraiment problématique, parce qu'on peut faire des décisions qui sont plus de l'ordre de l'impulsion que de l'ordre de l'intuition. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on le voit très souvent. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on pourrait envisager que le stress, par exemple, ou tout autre dérèglement, ça serait presque une réponse, alors je n'ai pas envie de dire matérielle, parce que c'est pas vraiment du matériel, mais une réponse matérielle à justement tout cet échange d'informations, toute cette énergie qui a traversé tout le corps et qui finit par sortir en stress, en fait, d'une certaine façon. En fait, d'être exprimé en stress. Voilà, oui, parce qu'en fait, la matière, en tout cas dans ma vision, va réagir à la fin. C'est le dernier maillon de la chaîne. Si on a vécu un trauma en étant petit, qui est engrammé en tant qu'informationnel, en mécanisme de survie dans notre subconscient déjà, mais aussi au niveau physique, on le sait, qu'il y a des approches de thérapie manuelle qui peuvent toucher certaines zones du corps et libérer des trucs assez dingues sans qu'on sache d'où ça vienne. Donc en fait, il y a l'expression de l'information en subconscient, il y a aussi l'inscription de l'information dans notre corps. Ça, c'est là, c'est très présent. Et donc, quand on vit une situation qui peut nous rappeler de près ou de très très loin ce que l'on a vécu, là, ça va déclencher des mécanismes physiques. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Ça répond, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, souvent dans notre société, on nous dit « Ah, mais c'est juste du stress, t'es stressé, déstresse-toi ». Sauf qu'en fait, justement, ce stress qui ressort, si c'est juste la réponse, certainement, ça montre que c'est pas juste déstresse-toi. Exactement. Et on le voit dans plein de thérapies, que ce soit parce que bon, ça c'est un autre volet qui me passionne, qui est peut-être ma lubie du moment, tout ce qui est lié justement aux expansions de conscience. Quand on travaille en respiration holotropique, donc c'est une hyperventilation qui ramène à des états intra-utérins, entre autres. Si on utilise tout un tas d'approches, l'hypnose par exemple, on sait que là, on peut rentrer dans des souvenirs, des choses complètement oubliées, et que souvent, ça va transformer notre comportement par la suite. Donc, c'est ça sur lequel il faut, je crois, mettre l'accent, c'est de se dire, on est engrammé d'informations que l'on accumule depuis qu'on est tout petit, et même avant. Oui, j'allais dire même avant, je crois. Même on en intra-utérin. On a un héritage. Il y a l'héritage, il y a le transgénérationnel, il y a tout ce qu'on vit en intra-utérin, et tout ça, en fait, on est la somme de toutes ces informations-là, et il y a des comportements qu'on va avoir, soit qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, soit c'est des choses qui viennent de la petite enfance, soit c'est des traumas intra-utérins, soit c'est des traumas qui ne nous appartiennent même pas, qui peuvent même être liés à notre conjointe, parce qu'on l'a vu et que ça nous a traumatisés. Et à partir du moment où on prend conscience que notre stress est une réponse à ça, c'est pas de notre faute. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, rien n'est vraiment de notre faute, et à la fois, on est responsable de tout. C'est là où c'est un petit peu paradoxal. Mais la physique quantique, c'est juste ça. C'est juste des paradoxes que j'assume pleinement. Et d'où l'importance aujourd'hui dans ma pratique de toujours essayer d'aller amener ces outils-là de développement de conscience, ou de connexion au corps, ou de connexion à soi, ou de juste par l'explication, de planter des petites graines dans le cerveau pour que ça pousse au bon moment, pour que la personne comprenne que c'est pas juste en prenant de la rhodiola que je vais me calmer. Oui, ça va aider, ça c'est clair. Mais si on règle pas la cause, ça sert pas à grand chose. Comment on fait? Est-ce que c'est possible de servir un peu de filtre de rétention, en fait, pour pas passer à notre progéniture des traumas? D'accord, ok, merci. En fait, c'est normal, c'est fait. Enfin, en tout cas, dans ma vision, c'est fait pour. Donc oui, si on travaille sur soi, il y a des choses qu'on va pas transférer, mais notre progéniture, elle vient pour récupérer des tares, donc faut pas l'oublier. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup répéter aux parents qui veulent être parfaits. Vous allez les traumatiser. Cherchez pas, ils viennent pour ça. Vous allez faire du mieux que vous pouvez, et même en faisant bien, en étant les meilleurs parents de la Terre, vous allez les traumatiser parce qu'ils viennent pour ça. Donc, cherchez pas midi à 14h. Ce que j'ai dit à ma sœur quand elle a eu sa première fille, je lui ai dit, de toute façon, c'est fini déjà. Voilà, faites de votre mieux pour qu'ils soient bien. Mais combien... juste à regarder, alors je parle pour mes génération des années 90, je suis désolé. Mais quand on regarde en ce moment sur tous les réseaux sociaux, les trucs d'humour qu'il y a sur ces générations-là, où on voit que nous, on était élevés à la route, le soir, c'était quand les lampadaires s'éclairaient qu'il fallait rentrer, etc. et tout. Il y a des trucs qui ont pu nous traumatiser. Alors que pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui sont tellement surprotégés que ça crée des traumatismes.
À contrario. Donc en fait, dans tous les cas, la société, nos parents, on vient là pour avoir des tares pour les travailler. Donc c'est bon, assumons-les jusqu'au bout. C'est sûr. C'est pas hyper évident, mais oui, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. On sent que ça parle. Ça parle. Faut faire de son mieux. C'est ce que je dis à tous mes consultants ou mes élèves. Faites de votre mieux et foutez-vous la paix. En fait, c'est vraiment cette notion de lâcher prise qui est hyper importante et qui est dure à trouver. On est dans un monde où on doit tout contrôler et où tout va hyper vite et du coup, on est encore plus dans le contrôle, on a envie d'être encore plus dans la maîtrise et quand on a envie d'avoir un impact positif, c'est encore plus dur d'être dans le relâchement, alors que c'est la clé. Oui. Et ça, c'est vraiment l'impact du système nerveux et c'est tout ce que tu expliques justement dans les... Et en même temps, le fait de vouloir à tout prix être dans le lâcher-prise crée un stress qui va complètement à l'inverse de ce que l'on veut avoir. C'est pour ça que je préfère dire plutôt que lâcher prise, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, je trouve que c'est beaucoup plus, c'est bon, plus relaxant que lâche prise. Lâche prise, on est quasiment dans un ordre parce que c'est une injonction, parce que dans la société, il faut lâcher prise, parce que c'est ce qu'il faut. Je trouve que fous-moi la paix, c'est beaucoup plus ancré. En plus, avec l'énergie que tu te donnes dedans, on est d'accord entre aussi. Foutez-vous la paix. Ça ira mieux, vous verrez. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on pourrait peut-être, parce que ça me fait penser aussi à l'idée des personnes qui sont justement hyper connectées, dans le sens, pas au sens réseaux sociaux, etc., hyper connectées souvent à leur mental en réalité, et ça entraîne donc un peu une dissociation avec le corps parfois. Justement, comme les informations arrivent, mais il y a... involontairement, mais une dissociation qui se fait parce qu'on cherche à être vraiment tout le temps dans son mental, tout le temps performant, tout le temps. Comment, justement, ces informations sont redirigées, je sais pas comment expliquer ma question, mais disons qu'à un moment donné, le message, le trajet n'est pas fait comme il faut, va pas où il faut, en tout cas. L'information, elle va passer. Elle va rentrer dans le corps, ça c'est sûr. Maintenant, quand on coupe la tête, ce qui est le cas aujourd'hui dans nos sociétés quasiment tout le temps, parce qu'on est trop dans le mental, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, on ne connecte plus avec l'intelligence du corps. Le corps a une intelligence à part entière, faut pas la négliger. Et ça me fait penser à certains consultants que j'accompagne en ce moment, où leur dire, vous ressentez quoi ? Bon, on va d'abord commencer tous les soirs, vous allez juste faire un petit scan et observer, vous avez chaud, vous avez froid, des détails. Et en fait, pour moi, la première étape, c'est ça. C'est de retravailler sur le corps et de revenir juste à... Vous avez chaud, vous avez froid. L'exercice que je donne très souvent à mes consultants, c'est « Ok, vous sentez vos pieds ?» Là, il suffit de le dire et tout le monde ici ou de l'autre côté sent ses pieds. Mais c'est dire, en fait, vous allez sentir vos pieds le plus souvent possible. À la caisse, quand vous faites vos courses, quand vous y pensez, sentez vos pieds. Juste déjà de revenir à sentir son pied. Parce que là, d'un seul coup... l'énergie s'apaise, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui se pose en fait. Et après, je leur dis, vous pouvez vous pincer les cuisses. Pince-moi, je rêve. Bon, quand vous sentez le besoin, pincez-vous, revenez dans votre corps. Et en fait, la première étape, c'est pas nécessairement de vouloir tout sentir tout de suite, non. C'est déjà commencer à honorer votre corps, savoir qu'il est là. Il est là, il est posé. Et en fait, c'est bien de savoir qu'il est là avant que lui vous martèle qu'il est là. Parce qu'en général, quand il vous martèle qu'il est là, c'est parce qu'en fait, soit il va vous faire mal, soit il va tomber malade, soit... En fait, il y a un moment, à force de chuchoter, parce que moi, l'image que j'ai, c'est le corps, souvent, chuchoter les choses au début. Il va nous chuchoter les choses à l'oreille. Puis à un moment, il va crier un peu plus fort. Puis à un moment, il nous met un poing dans la gueule. Ou dans le ventre, ou ailleurs. Et à ce moment-là, ça demande de tout déconstruire pour revenir dans le corps, pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là, parce que je l'ai créé. Et alors, attention, quand je dis je l'ai créé, souvent sur les réseaux sociaux, de toute manière, on peut plus rien dire sur les réseaux, souvent, on va me dire, ouais, c'est culpabilisant de dire ça. Je l'ai créé, j'ai créé ma maladie. Je dis, c'est culpabilisant, c'est intéressant, parce qu'en fait, personne ne peut culpabiliser personne. On se culpabilise tout seul. Par contre, est-ce que ce serait pas plutôt responsabilisant ? Parce que culpabilisant, ça veut dire en gros, c'est de ta faute, je suis pas responsable. Responsabilisant, c'est plus, ah ok, je peux faire quelque chose pour changer les choses, et c'est pas les autres qui vont m'aider à le faire, je peux le faire moi, et je suis indépendant. Et ça, pour moi, la différence, elle est fondamentale. Donc, déjà, pour répondre à la question, c'est vraiment d'essayer de faire des petits gestes pour revenir dans le corps. Parce qu'au fur et à mesure, ça va revenir. Et là, il va se passer des choses bizarres. Autre exemple, plutôt sympa, que j'aime bien, c'est qui, peut-être parmi vous deux, ou parmi les personnes qui regardent, qui n'a pas déjà eu une intuition sous la douche, ou en faisant la vaisselle, ou en passant l'aspirateur ? Parce qu'à ce moment-là, on a, pour le coup, coupé la tête, mais au sens propre. On n'a pas coupé le corps, on a coupé la tête. Et donc là,
Ah bah. Et parfois, on a la même intuition. Toutes les deux, souvent, on a les mêmes intuitions. On est là, je sais pas pourquoi tu penses ça, toi aussi. Mais oui, je sais pas pourquoi. Je vais donner un exemple et je salue Loïc, avec qui j'ai fait des congrès sur la conscience, etc. Et on a eu, en fait, notre premier, le sommet des trans et des médecines psychédéliques, il était à Paris, en train de se promener de nuit, parce qu'il n'y avait pas de métro, bref. Et quasiment au même moment, on s'est dit, j'ai une idée, il faut qu'on en parle. C'est fou. Voilà, après, c'est l'intrication, c'est le fait que l'information, elle est déjà là, elle est partout en même temps, et des fois, on l'infuse au même moment, mais sauf que c'est des moments où, justement, on n'est pas en train de réfléchir. On est vraiment en train de faire complètement autre chose. Et donc, passer l'aspirateur, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Ou arrêter de regarder son téléphone dans le métro et juste contempler et laisser les images venir. Moi, c'est une règle que je commence à me donner maintenant. Je me dis, dans le métro, avant, j'écoutais la musique, j'écoutais des podcasts. Toujours, je remplissais. Et maintenant, je me dis, allez, stop. En fait, j'arrête, ou je marche dans la rue sans mon téléphone, sans podcast, sans rien. Et j'essaie juste de marcher dans la rue. Et effectivement, il y a les idées qui viennent. C'est ça. Mais bon, j'ai du mal encore à le faire tout le temps, mais, en fait, mais ça vient de plus en plus. C'est de commencer 5 minutes. C'est ça. Même moins. J'ai des consultants, je leur dis, est-ce que vous êtes capable de vous donner 3 minutes? 3 minutes. Vous dites, j'ai pas le temps, 3 minutes. Je suis sûr que vous allez les trouver, les 3 minutes, même dans votre lit avant de vous endormir. Et en fait, c'est vraiment d'y aller baby step par baby step, comme on dirait au Québec. Petit pas de bébé, pas de bébé. C'est vraiment d'y aller tranquillement, sans se brusquer. C'est ça la chose qui est la plus importante. On est dans une société justement de la performance, et je crois que la performance, elle vient aussi par le repos. Par le fait de se poser, par le fait de déconnecter, de couper. Et on est beaucoup plus efficace. Oh, j'ai mis du temps à l'apprendre. Ouais, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai une question indiscrète. Toi, comment... Là, il me regarde. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait? Non, mais est-ce que maintenant, tu arrives à entendre les chuchotements de ton corps? Oui. Ouais. Et ça se manifeste comment? Le fait que j'entende déjà beaucoup au quotidien, en fait, pour moi, c'est comme si on me parlait, en fait. Donc, ou alors, il va s'exprimer par une crampe, une pression au niveau du cœur. En fait, c'est assez subtil, mais c'est aussi assez commun. On va tous le vivre, ça. Et c'est là où c'est difficile au début. C'est pas ces choses-là, on les vit, mais je viens de penser ça, ou je viens d'avoir un appel. Là, j'ai eu dernièrement une situation, je suis en pleine rénovation, bon, bref. Et il y a avec une des personnes qui devait faire les rénos, il y avait un truc que j'expliquais pas. Je pouvais pas l'expliquer. Il y avait quelque chose dans mon corps qui faisait que ça allait pas. Pourtant, alors que j'ai des délais à tenir, c'est très serré, etc., etc. Et en fait, ça disait non. Ça disait non. Et avec cette personne-là, il y a eu des quiproquos au point que le devis n'a jamais été reçu. Donc, et contrairement à ce que j'aurais pu faire avant, j'aurais relancé. Et là, en fait, j'ai juste fait non. Non, je le sens, et des fois c'est une boule au ventre, des fois c'est au cœur, et des fois c'est juste je le ressens. Il y a comme une crispation, il y a quelque chose qui fait que là, avant de prendre ma décision, je vais attendre un tout petit peu. Et ça s'apprend. Je dis pas que je le fais tout le temps, hein. Je me plante encore très souvent parce que bon, bisounours, les familles, je fais confiance alors que des fois je devrais vraiment pas. Mais ça passe vraiment par ça, par le corps, par un inconfort, ou vraiment une ouverture, une évidence. Mais le corps, en fait, va s'ouvrir. Il y a quelque chose, c'est juste évident. Cette personne-là, oui, il faut que je l'appelle, c'est évident. Et ça m'est arrivé encore dernièrement avec des gens que j'ai découverts qui étaient dans la même ville que moi. Et je dis, OK, je vais envoyer un mail. On va se voir, on va parler ensemble, machin et tout. Alors que c'est pas du tout dans mon tempérament. Moi, je suis plutôt loup solitaire, je suis un peu sauvage dans mon coin. Je suis tranquille dans mon coin. Et non, il y a vraiment... C'est très physique. Une sensation. D'où l'importance d'habiter son corps. Ouais, c'est notre meilleur ami en vrai. Hein. Il faut le chouchouter. À force de pas l'écouter, j'ai fini à alité pendant 6 mois. Je crois qu'aujourd'hui, je me suis promis que j'allais l'écouter. Hein. Ah ouais, ça. Et il recommence des fois. Hein. Des fois, je l'écoute pas et je finis à alité pendant 3 jours. Et je fais merci du rappel. Être plutôt dans la gratitude de c'est inconfortable, ça fait très très mal. Mais ok, je savais qu'il fallait que je me mette sur pause. Donc j'ai compris. Et tu arrives toujours à décrypter quand tu as une boule au ventre ou quelque chose comme ça, la chose qu'on a tous effectivement. Est-ce que tu arrives à comprendre d'où ça vient? Enfin, quelle est la raison? Là, tu parlais du devis que tu n'as jamais reçu, etc. Mais parfois, moi, je ressens quelque chose, je me dis, mais là, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis consciente qu'il y a un truc qui ne va pas. Et par contre, je ne sais pas où aller chercher.
Et comment ne pas faire fausse route sur la cause de la cause? Alors, c'est le mental qui va faire fausse route. Oui. Parce qu'en fait, dans le ressenti, on peut ressentir plein de choses, même des choses qui ne nous appartiennent pas nécessairement. C'est-à-dire que si on est dans un groupe de personnes, on peut tout simplement ressentir qu'on n'a pas envie d'être là. Et il n'y a pas de raison particulière. Peut-être que c'est parce qu'il y a une des personnes là qui a une énergie qui ne nous correspond pas. Peut-être qu'on a une mémoire inconsciente avec cette personne-là qui ne nous correspond pas. Moi, je vais plus sur je me sens pas bien, mais je vais écouter ça. Parce qu'avec le temps, j'ai appris que mettre le mental dessus sert pas nécessairement à grand-chose. Des fois, c'est évident. Donc, quand c'est évident, ça... En fait, c'est comme quand on passe l'aspirateur. Ça vient comme une évidence. Quand ça ne l'est pas, aujourd'hui, je vais plus chercher. Parce que ça sert à rien de chercher. Et en vrai, je m'en fous de la cause. C'est juste que là, je sens que je dois pas rester là, que j'ai pas envie d'être là. Et je m'en vais. Point. Je saurai peut-être jamais pourquoi. Et en vrai, aujourd'hui, je m'en fous du pourquoi. C'est juste que j'ai écouté cet élan-là. Et le nombre de témoignages que j'ai de personnes qui ont fait ça, c'était plus fort qu'eux. Et en fait, il y a eu une raison où s'est passé un événement, où ils ont été sauvés de quelque chose, etc. Et pourtant, sur le moment, leur mental aurait dit, ça n'a pas de sens, reste en fait. Et donc, je crois qu'à un moment, c'est juste de ressentir et d'écouter ce qui se passe. Parce qu'on le sait, que, par exemple, le cœur va réagir au niveau émotionnel, va envoyer des messages au cerveau avant que le cerveau ne capte ce qu'il se passe. Donc, en fait, il y a un ressenti du corps qui est plus immédiat, plus instantané que le cerveau qui, lui, va commencer à traiter l'information, à mentaliser, etc., etc. Et parfois, ça peut nous mettre dans l'échec. Et moi, c'est vraiment OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est très dur. C'est très, très dur. En consultation, on a tellement été coupé de ça et pas habitué que quand je demande aux consultants, vous ressentez quoi là maintenant? Je vais bien. Alors. C'est pas la question. Si, c'est une forme de réponse. Mais là, il se passe quoi dans votre corps? Ouais, en fait, là, en ce moment, je pense que. Je repose ma question. Là, en ce moment, parce que je vois, moi, je le vois, je vois le visage qui change, je vois les émotions, je vois des larmes, je vois dire, qu'est-ce que le corps dit là? En fait, je voudrais rajouter. Ok, vous n'êtes pas prêt, donc là, je passe à autre chose, parce que je le vois que la personne n'est pas prête. Mais le nombre de fois où ça arrive, on a des personnes qui se mettent à pleurer, on leur demande ce qui se passe dans le corps, et ils ne sont pas capables de répondre. C'est ouf. C'est fou. Mais on a été formés à ça, donc on peut blâmer personne de ça, et moi le premier. Donc, j'ai appris. Tout à fait. Et puis les filtres sociaux, juste rien que ça, en fait. On se dit, il faut bien se tenir, il faut pas la non plus bienséance, trop s'épancher, etc., etc. Alors que nos meilleurs sages sont les enfants. Il y a juste à voir comment ils vivent leurs émotions. C'est exactement ça. Ils les évacuent et après, 3 secondes après, tout va bien. Exactement. Exactement. Alors, au niveau social, ce serait un peu le bordel. Mais... Tout à fait. Dans ton livre, tu parles, et tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, de l'eau, de l'importance de l'eau, de la mémoire de l'eau, etc. Est-ce que tu pourrais l'aborder un petit peu avec nous, s'il te plaît? Alors, c'est hyper important parce qu'on est de l'eau sur pattes. C'est quelque chose que l'on oublie un tout petit peu, c'est qu'au niveau moléculaire, on est composé à 99% de molécules d'eau. C'est les travaux du professeur Marc-Henri, qui je crois a récupéré à quelqu'un d'autre dont j'ai pas le nom. Donc c'est comme on est constitué quasiment que d'eau, donc on est de l'eau sur pattes. Il y a juste à regarder la forme 3D de notre ADN ne tient grâce à des molécules d'eau. Si on enlève l'eau, il y a plus de formule 3D de l'ADN. Et juste à regarder la méduse. Alors on est des méduses aussi, en vrai. À partir du moment où on enlève l'eau de la méduse, je crois qu'il y a plus rien, elle pèse plus rien. Donc en vrai, on est de l'eau qui contient de l'information. Et cette information-là, va nous permettre... En fait, c'est l'eau morphogénique, c'est vers là que je voulais aller. L'eau morphogénique, c'est cette eau qui permet de garder une structure 3D. Et donc, cette eau est infusée d'une conscience, et est infusée d'informations. Et donc, c'est ça qui va permettre au corps de se mouvoir, de rester dans une structure. Là où c'est important, c'est parce que l'eau, on en boit tous les jours. Au-delà de nous composer, c'est vital. Et qu'il faut faire très attention à l'eau qu'on boit, parce que c'est comme un disque dur, elle reçoit de l'information, elle en donne, et je mettrai un petit bémol par rapport à ça, c'est parce qu'aujourd'hui, entre ceux qui sont pro-mémoire de l'eau, alors pro et contre, pour moi, ça n'a aucun sens, mais bon, en tout cas, ceux qui sont pro-mémoire de l'eau et qui vont donner de mauvais arguments, et ceux qui sont contre mémoire de l'eau et qui finalement savent pas de quoi ils parlent, on se retrouve toujours avec une espèce de confrontation qui est débile, mais en même temps, dans notre société, on aime ça, les confrontations sans vraie discussion, où tout le monde, par ego, veut avoir raison.
Et pour moi, il y a de la nuance à l'intérieur de ça. Et il y a des travaux qui ont quand même démontré que l'eau est capable de retenir une information d'une plante, d'un composé, alors qu'il n'y a plus de molécules à l'intérieur. Je raconte dans mon livre une expérience qui a été dingue, qui a été faite par le professeur Montagnier, qui a été en mesure de faire une dilution d'un brin d'ADN ou d'ARN messager, je ne sais plus exactement. Il en fait une dilution jusqu'au point où il n'y ait plus de molécules. Il enregistre la fréquence via un enregistreur audio ou je ne sais plus le process, qu'il envoie à Milan. À Milan, ils font l'inverse, ils font écouter la fréquence à de l'eau dans laquelle il n'y a rien. Ils rajoutent des bases azotées, ils mettent les composés pour la PCR pour refaire le brin, ils passent à la machine, le brin est fait quasiment à l'identique. Bon, s'il n'y a pas quelque chose qui est transféré dans l'eau, moi, je m'appelle pas Loïc. Et donc, c'est des choses que l'on sait, que l'on a pu observer, que l'on a pu démontrer, et que les anciens savaient déjà, là aussi. Donc, pour moi, c'est plus qu'important, parce que l'eau, elle nous nourrit, et qu'on boit de l'eau de merde, faut dire ce qui est pas filtrée, dans laquelle il y a des médicaments, il y a de l'information d'ondes électromagnétiques, et qu'il faut vraiment faire très attention à l'eau que l'on boit. Pour justement s'assurer d'avoir quelque chose de qualité et neutre en information. Bien sûr. Tellement difficile, franchement, de trouver les bons systèmes de filtration, de pouvoir les installer chez nous, parce qu'il y a l'osmose inversée, etc. Mais en fait, c'est hyper difficile. Parce qu'on ne peut pas juste filtrer avec une carafe comme ça, quoi. Ça suffit pas du tout. C'est pour ça qu'il y a Reprends le pouvoir sur ta santé, donc le tout nouveau livre, parce qu'à l'intérieur, il y a tout un chapitre sur l'eau, et ça amène vers ma plateforme sur laquelle j'ai sélectionné des outils assez simples pour pouvoir filtrer son eau, parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué. C'est juste de trouver ce qu'il faut. Et, pour pouvoir filtrer son eau, la dynamiser, la réinformer de manière assez simple pour s'assurer que tout soit bon. Le professeur Marc-Henri, j'adore parce que lui, à chaque fois qu'il prenait un verre d'eau, il le posait près de son cœur, il y posait son attention, et je l'avais vu lors d'une conférence, et il infusait une eau déstressante pour les gens qui étaient stressés. Je trouvais ça trop mignon. Et en fait, de cette manière-là, l'eau peut être médicinale. Bien sûr. Et quand on sait ça... imaginez le potentiel. Du coup, je vais boire. Et du coup, ça veut dire que l'intention a le pouvoir d'influencer l'eau, sans même qu'on la touche, sans même que... C'est une information, voilà. Donc oui. C'est une pensée, l'intention. Donc oui, les pensées influencent l'eau. Donc mettre son téléphone... Alors il est en mode avion. Il est en mode avion, donc ça va. Mettre son téléphone à côté de l'eau, chaque appel, c'est de l'information. Ouais, tout à fait. Bon, on va voir en tout cas, faut que des gens qu'on aime bien qui nous appellent avec des choses positives, comme ça on boit de la bonne eau. En tout cas, on sait qu'il est possible de changer la donne, de réinformer, de restructurer l'eau. Et ça, tu vas nous en informer aussi. Et finalement, quelle est la cascade, la réaction en chaîne derrière ? Est-ce que ça nous assure une meilleure santé ? Alors, meilleure santé, c'est très large. Ça dépend de ce qu'on cache derrière le mot santé. Un meilleur équilibre, je dirais oui, c'est obligé. Parce qu'à partir du moment où on a une eau, admettons, première étape, on va bien la filtrer. Donc, ça veut dire que, déjà, sur le plan moléculaire, on n'a pas d'antibiotiques, on a moins de pesticides, on a moins de tout ça. Déjà, ça assure une meilleure santé, ça, c'est sûr. La deuxième chose, on fait un vortex. Donc ça veut dire que via l'énergie cinétique du vortex, qui est naturelle dans tous les cours d'eau, toutes les rivières, tous les océans, ça décharge en fait l'énergie qu'il y a en trop. Et donc tout ça va rééquilibrer, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des clusters, donc des groupes de molécules d'eau qui sont plus petits, beaucoup plus assimilables pour l'organisme. Deuxième étape, très simple à faire, des petits trucs à vortex, justement j'en ai mis plein mon site parce que c'est super, c'est trop génial, les enfants adorent faire ça en plus, c'est super. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait ça, on va l'informer. Et on peut l'informer tout simplement via son intention avant de la boire, en écrivant, en mettant une fleur de vie, en mettant des ondes de forme, en mettant un petit mot collé sur le verre pour informer l'eau. Alors évidemment, l'information, elle va pas durer 75 000 ans, parce qu'on est bombardé d'ondes électromagnétiques. Mais au moins, on s'assure que ce qu'on boit va être cohérent. Et l'important, c'est d'avoir le plus de cohérence possible, au sens physique du terme, pour notre organisme. Donc, oui. Réponse longue pour et courte. Oui. Ça me fait penser à ces petites expériences qu'on faisait quand on était enfant, où on mettait, je sais plus ce que c'était, mais on mettait 2 plantes ou 2 sacs de riz, je sais plus trop quoi. Et il y en a un, on disait de la gentillesse, l'autre des méchancetés, et on voyait qu'il y avait un résultat différent. Bah oui, on envoie une information, donc on le voit. Je me souviendrai toujours, il y a une médium que j'ai fait rencontrer lors de mon premier plateau TV, qui, elle, se trimballe avec une sardine depuis des années, parce qu'en fait, elle a magnétisé sa sardine, et en fait, la sardine n'a jamais pourri. Ah, c'est fou. Mais c'est une vraie sardine. Oui, c'est une vraie sardine. Alors évidemment, elle l'a achetée morte. Mais non, mais l'odeur, je sais pas. Non, il n'y a plus d'odeur. Elle est genre lyophilisée, quoi.
Elle est complètement séchée. C'est trop drôle. Ah ouais, Et donc oui, c'est des jeux qui peuvent être faits via le magnétisme. Avec les enfants, le grain de riz où il y a écrit je t'aime via celui où on dit je te déteste, c'est assez flagrant. Hein. C'est très simple pour faire comprendre aux enfants le pouvoir de notre intention, de notre pensée. Et justement, quand on va maudire quelqu'un, quand on va hurler sur quelqu'un, ça fait la même chose que quand on dit au grain de riz je te déteste pendant des jours et des jours et des jours. Tout à fait. Imaginez ce que ça fait à un enfant qui manque d'amour ou avec des parents qui vont le maltraiter psychologiquement. Absolument. Ça a même un impact biologique sur les hormones de croissance. Ça a été démontré, qu'un enfant qui manque d'amour ou qu'on dénigre en permanence va avoir moins d'hormones de croissance. Il y a un impact de la pensée sur la biologie. C'est indéniable. C'est indéniable. Même sur l'expression de nos gènes. Donc attention à ce que vous pensez. Bah oui, c'est fou, mais ça me fait me dire aussi pourquoi, dans ce cas-là, on n'intègre pas davantage toutes ces réflexions-là dans un protocole classique, en fait. Pourquoi c'est encore vu, physique quantique, toute cette information qui circule autour de nous, pourquoi c'est encore vu par certains comme un peu, c'est joli, c'est des histoires qu'on essaye de se raconter, etc., et que c'est pas plus pris en compte, vu que par la suite, on a des études qui montrent leur impact. C'est très décrié. Hein. Pourquoi ? C'est considéré comme ésotérique, c'est... Pour moi, c'est une fermeture d'esprit. Parce qu'en fait, dans justement reprendre le pouvoir sur ta santé, il y a un passage sur la spiritualité qui nous manque, sur les mémoires que l'on porte. Et il y a des études sur ça. Il y a des études qui ont montré que les mémoires que les enfants qui naissent à posteriori, enfin de générations qui ont vécu l'Holocauste, vont avoir certaines enzymes qui fonctionnent autrement. Parce qu'ils ont manqué de quelque chose, donc ça a été transmis. On sait que le lien social, les pensées que l'on va, le pouvoir de la prière, le lien entre les uns et les autres, tout ça a un effet bénéfique. Mais c'est étudié. Pourquoi ? J'ai pas la réponse à ça. Moi, je l'intègre dans mes consultations parce que c'est devenu de plus en plus évident et même prédominant par rapport à donner une plante, par rapport à changer une alimentation. C'est pour moi, en fait, c'est tellement puissant. Alors après, on va mettre l'effet placebo. J'ai envie de dire aux détracteurs, j'en ai rien à foutre. Les médecins sont les premiers à l'utiliser, l'effet placebo. Ben, on en a bien parlé avec Alice Guyon. On a fait un épisode sur ça qui est absolument fascinant, qui est une chercheuse et qui parlait de l'effet placebo et nocebo et comme quoi ça fonctionnait véritablement. Mais oui, et là, c'est une chercheuse. Dans le livre, je l'explique. Ça, c'est une étude qui m'a fait tomber de ma chaise. On a fait une vertébroplastie. C'est-à-dire vertèbre cassée. Il y a un groupe, on a vraiment ouvert, on a mis le ciment, on a refermé. Il y a un groupe, on a fait genre, on a ouvert, on a recousu. Et il y a une femme, le lendemain, elle jouait du golf. Juste parce qu'elle a cru qu'elle avait été opérée, elle s'est soignée elle-même. Alors, je suis désolé, mais moi, j'ai presque envie de dire pourquoi faire chier mon client à changer son alimentation, lui donner des vitamines et tout ça, quand on peut changer le reste. Sauf que c'est la partie la plus difficile à changer et que parfois, c'est en jouant sur sa croyance. C'est pour ça que c'est un système complet. On joue sur sa croyance, on infuse des petites graines, mais en même temps, on lui donne ses petites vitamines, on lui donne des trucs à faire qui vont ancrer sa réalité. Qu'est-ce qui va l'accompagner au mieux ? Moi, je pense pas que ce soit ce que je lui donne, mais ça va littéralement influencer parce que c'est comme une ritualisation et ça ancre le changement de la pensée et le changement de paradigme. Et tout va ensemble, mais en vrai, c'est assez dingue ce que l'on peut faire juste en utilisant les outils que le corps a déjà. D'ailleurs, tu dis que le corps, il parle souvent avant la maladie. Bah oui. Comment on va lire ces déséquilibres du terrain avant même les symptômes ? Parce que c'est l'idée de la naturopathie, c'est de la prévention. C'est assez simple. Est-ce que vous avez de la vitalité ? Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes déprimé ? Enfin, c'est vraiment des questions du b.a.-ba. En un état d'harmonie ou d'homéostasie, donc d'équilibre total, on va bien, on a de la vitalité, on a la pêche. Voilà, c'est à partir du moment où on sort de cet état-là, c'est déjà que ça commence à bouger un tout petit peu et que le corps n'arrive plus à maintenir son équilibre. Pour moi, c'est déjà ça. Je veux dire, je me sens fatigué depuis quelque temps. Qu'est-ce qui va pas ? Genre mon état actuel, par exemple. Sauf que moi, j'ai l'habitude, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à vivre en ce moment, mais parce que j'ai l'expérience. Donc, je sais que telle plante peut m'aider, telle autre plante peut m'aider. Je sais que c'est une phase qui est temporaire, donc c'est pas trop grave. En fait, tant que je vais pas trop loin et que j'écoute pour ne pas me blesser physiquement, etc. Donc, en fait, il y a toute cette notion-là aussi d'avoir le droit de mettre sur pause, d'accepter de mettre sur pause dès qu'on voit que ces premiers signaux arrivent. Parce que dès qu'on en arrive au burn-out, c'est trop tard. C'est ça.
Là, c'est trop tard, c'est plus une question de terrain. Là, faut tout reprendre. Et la chose la plus difficile que je dis à mes clients quand ils sont dans cet état-là, c'est là, ce serait peut-être bien de faire du Netflix and chill pendant 3 semaines. Mais c'est vraiment le cul sur votre canapé à regarder la télé. C'est pas faire la vaisselle, c'est pas faire le ménage, non, c'est du repos total de régénération de l'organisme. Ça, c'est quasiment infaisable pour la plupart des gens. Ah non, c'est sûr. Parce que sinon, on fait quoi ? On fait de la dopamine. Oui, Ouais. c'est ça. Et on scrolle. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vrai, ce temps de pause compliqué. On a parlé de l'eau, qui est un de nos constituants. Il y a un élément important, c'est aussi l'alimentation. Dans l'alimentation aussi, il y a de l'information. On parle, en particulier en naturopathie, d'alimentation vivante. Mais toi, dans ton livre, tu dis justement que c'est pas un terme que C'est le truc où on me chauffe à chaque fois. Ça. Non, mais allons-y, faisons comme tout le monde. Et donc voilà. Bon, déjà, pourquoi l'alimentation a aussi de l'information et pourquoi alimentation vivante, etc. L'information, elle a de l'information comme tout être vivant, elle va émaner des photons. Donc elle va émaner de la vie, elle va émaner une certaine forme de vitalité. Et pour moi, l'alimentation vivante, c'est celle qui va émaner le plus de photons, c'est celle qui va être la plus riche, parce qu'en fait, on ne va pas manger que des molécules, des vitamines, des minéraux. On va aussi manger des biophotons, on va manger de la lumière, en vrai. On émane de la lumière, toute la biologie émane de la lumière. Il y a des photos dans le bouquin, on peut vraiment le voir. Donc pour moi, l'alimentation vivante, c'est ça. Et c'est pas manger cru. C'est 2 choses qui sont complètement différentes, parce que entre une pomme que vous venez de cueillir de l'arbre, que vous mangez tout de suite, là, elle est vivante. Elle est crue, certes, parce que vous venez de la cueillir, mais là, elle est vivante. Par contre, une pomme ou une banane crue qui vient du bout du monde, qui a été cueillie pas mûre, qui a pris du gaz pour être mûrie a posteriori, je suis désolé, elle a rien de vivant. Mais rien du tout de vivant. Parce qu'en fait, le processus de putréfaction, donc de mort, il commence à partir du moment où on cueille le végétal. Et petite parenthèse, le végétal souffre tout autant que l'animal, il crie tout autant que l'animal, c'est juste que nous ne l'entendons pas, ça s'est été prouvé scientifiquement. Il a une conscience comme tous les êtres vivants, donc attention aussi aux personnes qui vont avoir tendance à grader ou hiérarchiser les êtres vivants sous prétexte que y en a qui ont des émotions que l'on voit et des cris que l'on entend. Et donc c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que dans certaines cultures, comme la médecine traditionnelle chinoise, eh bien par exemple pour un sushi, on choisit le poisson vivant avant de le manger, parce qu'en fait là, l'énergie vitale, alors je sais plus laquelle c'est en médecine traditionnelle chinoise, mes profs me pardonneront, en fait, elle est quasiment pas dégradée entre le moment où on choisit le poisson et le moment où on le mange, on a beaucoup plus de vitalité. Là, l'aliment, il est vivant, parce qu'il émane encore des photons. Et pour moi, c'est ça la différence. Alors, j'entends qu'on parle d'une alimentation vivante quand on mange cru, mais pour moi, ça n'a pas de sens, parce que déjà, c'est mort et c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers le règne végétal qui, pour moi, est, je vais pas le grader supérieur au règne animal, pas du tout, parce que je vais pas faire l'inverse, ce que je viens juste de critiquer. Mais comme, pour moi, tout est source de conscience et tout est un être vivant, il mérite tout autant de respect. Et que ce soit manger une salade ou manger un steak, les deux nous donnent leur vie. Et au-delà de ça, l'information, elle va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'entre manger un fruit du potager qui a été, ou d'un cultivateur qui a fait ça avec amour, sans pesticides, qui est passionné, qui aime ses plantes, qui parle à ses plantes, etc., versus une culture intensive, c'est pas trop la même information qu'il y a dans l'aliment qu'on consomme. Et donc, c'est tous ces petits choix qui pour moi, sont fondamentaux pour pouvoir s'apporter une alimentation vivante, une alimentation même nutritive au sens plus large du terme, au sens de la fréquence que l'on va manger, des émissions de lumière que l'on va avoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment la vitalité de l'aliment. La manière avec laquelle on va le cuire aussi, entre cuire à la vapeur douce, sans citer de marque, versus cuire au barbecue, c'est pas pareil, en fait, c'est pas la même. Hein. Les molécules de Maillard, elles ont pas la même énergie. C'est pas tout à fait la même chose. Et même à ça, tout est une question d'équilibre. Et si on réinforme, et si on prévient notre corps, il va très bien le gérer, ça. Tout à fait. C'est juste voir le monde autrement. J'entends déjà les détracteurs dire oui, mais du coup, on peut plus rien manger, gna gna gna.
Tu leur réponds quoi à eux? Parce qu'effectivement, on n'a pas tous tous un potager, en fait. Ah ouais, ça c'est clair. Mais par contre, on peut... Là, j'ai donné les extrêmes et les caricatures. Mais par contre, entre manger un produit bio versus un produit conventionnel pourri dégueulasse, c'est un choix qui est faisable. Oui, c'est une question de budget. Ça, je le comprends tout à fait. Mais la vie est un choix. En permanence, on fait des choix. Quel est le choix le plus important pour soi? S'acheter le dernier téléphone? Ou garder son téléphone un petit peu plus longtemps et s'offrir ou essayer d'avoir 50% de son alimentation qui va être des produits non transformés, des produits bruts. Parce qu'en fait, souvent, on va me dire « Ouais, j'ai pas de potager » ou alors « Ça coûte cher ». Faites le calcul entre tous les produits transformés que vous achetez versus acheter des produits bruts. Je suis pas certain que ce soit vraiment plus cher. C'est juste ça demande de vraiment cuisiner. Ça, c'est autre chose. Mais entre acheter, c'est sûr que si vous achetez... Cuisiner, moi j'ai envie de te dire, moi j'adore juste les légumes comme ça, cuits vapeur, avec un filet d'huile d'olive super bon, quelques herbes, c'est tellement bon. On est d'accord. Mais je vois beaucoup de gens qui vont comparer les céréales déjà toutes faites bio versus les céréales déjà toutes faites de centre commercial. Là, c'est sûr que c'est pas le même prix. Ça, c'est certain. Ah oui. Par contre, acheter juste un petit peu d'avoine, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher? Je sais pas. Là, à titre personnel, je suis en train de comparer le tarif d'une marque que j'adore et dont je parlerai bientôt sur les réseaux sociaux, où c'est des producteurs de viande nourris à l'herbe. Aujourd'hui, de la viande nourrie à l'herbe. Tellement dur à trouver. Voilà. Et il y en a un dans ma région, en plus. Et versus ça, le prix par rapport à un steak haché bio que je vais trouver dans une grande chaîne commerciale. Il y a 20 centimes d'écart. La différence, elle n'est pas si énorme que ça. Alors, surtout que maintenant, aujourd'hui, la viande coûte très cher. Mais quand on sait que sur un truc qui coûte cher, on a 20 centimes d'écart sur un produit avec un animal qui a été respecté, nourri à l'herbe, tué de manière éthique. Parce que oui, là aussi, ça peut faire bondir. Comment peut-on tuer de manière éthique? En fait, toutes les cultures au travers du monde ont toujours exprimé leur gratitude pour le vivant de nous permettre de continuer notre propre vie. On peut honorer l'animal, tout comme le tambour chamanique avec la peau. On réintègre l'esprit de l'animal. Il y a des manières, il y a des rituels, il faut que ce soit bien fait, parce que, ça fait partie de la vie, d'honorer toutes les vies. Et de se dire que, après, on va avoir des trucs nourris à l'abattoir, nourris avec de la merde, des grains, de l'abattoir à la chaîne, où l'animal stresse, où l'animal sait qu'il va mourir parce qu'il a une conscience. J'allais dire, elle est pas complètement conne, la vache, elle sait que là, elle va passer de l'autre côté. C'est pas la même énergie qu'on mange. C'est pas la même chose que l'on va consommer. Et finalement, la différence de prix, elle est pas si énorme. Dans certains cas, il y a des trucs pour lesquels c'est faramineux. Mais c'est des choix, là aussi. Mais il y a aussi ce phénomène que quand on mange ces aliments crus, donc non transformés, on en consomme moins en quantité, parce qu'on est plus calé. Et du coup, il y a aussi un phénomène de quantité, et souvent on le rappelle ici, parce que finalement, on mange beaucoup trop, et si on prend en compte le fait qu'il ne faut pas manger autant, on fait beaucoup d'économies. Alors, on peut vachement compenser. Alors oui et non, parce que quand on regarde la manière dont consommaient nos arrière-grands-parents, souvent ils avaient un apport calorique, alors c'était sûrement plus de lipides, etc., mais ils avaient un apport calorique qui était beaucoup plus élevé que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils étaient pas sédentaires. Et voilà, c'est qu'il y a plein d'autres sujets qui rentrent. Ils marchaient pour aller au travail, ils allaient en vélo. Exactement, donc il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Ils avaient un métabolisme qui était beaucoup moins affaibli que le nôtre aujourd'hui. Et puis ils acceptaient de manger potentiellement tous les jours la même chose aussi, parce que sinon on a ce truc, on a besoin d'absolument une variété folle, mais voilà. On faisait avec ce qu'il y avait de saison, donc s'il y avait du chou, on mangeait du chou pendant les mois. Ou de la courge, c'est aussi les lois de la connexion à la nature. Tout à fait. Mais là aussi, il y a un manque d'information au sens littéral et un peu plus figuré, de se dire il faut réapprendre, en fait, se rééduquer sur tout ça pour se reconnecter au vivant. Mais quand est-ce qu'il y aura des cours de potager à l'école, quoi? Mais alors, de plus en plus, franchement, de plus en plus, mais effectivement... Mais pas encore dans toutes les écoles. Non, clairement. C'est pas... Non, mais on en est encore... on en est encore là. Encore un petit peu de travail. Ouais. Puis après, on a ses enfants, attention, quand tu arraches une plante, en fait, tu la tues, quoi. Moi, je dis tout le temps ça à ma fille. Quand elle arrache tu vois, tu la traumatises. Voilà, je la traumatise. On en parle. Mais pourquoi tu tues cette plante? Tu lui as fait mal. Pas ça, tu dois la remercier, mais pas dire tu la tues. J'avoue, je suis violente comme ça. On a l'exemple typique de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Quelle plante tu pourrais nous
dont tu pourrais nous parler qui seraient transformatrices, adaptogènes, drainantes, etc. Est-ce que tu as des plantes un peu chouchou ? Elles le sont toutes. C'est celle qui va nous correspondre. C'est celle qui va correspondre à notre état du moment, celle qui va correspondre à ce dont on a besoin. Alors, si on parle de plantes chouchou, évidemment que j'en ai une, c'est l'ortie. L'ortie, c'est l'ortie. On en parle quasiment à chaque L'ortie, elle est locale. Elle a aucune contre-indication. Il faut en manger sacrément pour avoir des contre-indications avec l'ortie. Tout le monde peut la prendre. De la femme enceinte au bébé, tout le monde peut bouffer de l'ortie. Elle est tellement un couteau suisse qu'on peut quasiment tout faire avec elle. Moi, j'ai été ultra impressionné des fois de la suggérer parce que j'allais dans un angle avec mon consultant ou ma consultante en me disant bon voilà ça va minéraliser, ça machin et tout, et ça a eu un impact sur des trucs auxquels je pensais même pas. Et surtout qu'en plus on peut la prendre tout le temps parce qu'à la base elle est nutritive, donc on va la consommer. Donc pour répondre à la question initiale, ça va dépendre de ce dont on a besoin, de la relation qu'on va avoir avec la plante. Mais si moi, je devais en choisir qu'une, l'ortie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, avec un peu la menthe poivrée. Mais l'ortie, on la trouve tellement partout. Mais je la préfère en gélule. Parce que oui, vraiment, sinon, oui. sinon je tisane, moi j'aime bien. Non, moi j'arrive pas. Moi j'arrive. Non. Là, j'ai pas de bonne vibration quand je la bois en tisane. Si, moi j'aime bien tisane, mais j'aime bien les goûts herbacés. Alors... Ouais, alors moi, alors que je préfère les goûts un petit peu plus amers. C'est ce que je le dis souvent dans certains rituels chamaniques que je peux faire où on fait boire des décoctions que pour tout le monde c'est dégueulasse. Moi je dis ça va, c'est bon, je suis herboriste, donc moi boire de la merde, boire un truc qui a un goût dégueu. L'artichaut. J'ai un peu l'habitude. Ouais. La sénée. La sénée. Ah non, ça je peux pas par contre. La sénée. Ça j'ai testé, c'est pas possible. La sénée, c'est surtout que il y a le goût. Ouais, il y a les conséquences. effets. Il y a les effets en plus. Je me souviendrai toujours d'une cliente à qui j'ai suggéré ça, qui est une de mes, à la base, qui est une très bonne amie, qui m'a dit j'étais maudit pendant les 3 semaines de détox avec la sénée, quoi. Je dis oui, faut la prendre le week-end. Ouais, c'est certain. Pas au bureau. Donc, non, c'est pas celle-là. Tout à l'heure, tu l'évoquais un petit peu. Comment on peut relier justement toute cette dimension de naturo-quantique, physique quantique, avec la spiritualité de chacun ? Alors déjà, il faut remettre au centre, peut-être définir ce que c'est que la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement caricaturé. Il y a beaucoup de dérives face à cette terminologie-là. La spiritualité, en fait, dans ma définition, c'est quelque chose de très interne, de très personnel. Donc en fait, oui, la spiritualité, la physique quantique ou la vision de la naturopathie peut expliquer nos croyances spirituelles. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont à la fois intriquées, parce qu'on peut avoir des explications, mais qui sont profondément personnelles. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que praticien, c'est pas du tout, et j'essaye le plus possible, mais c'est un défi, parce qu'on a nos propres croyances et on peut en infuser, c'est de ne pas influencer sur les croyances de la personne. Moi, j'ai ma vision du monde. La spiritualité, c'est la croyance à quelque chose de plus grand que soi, ou à la croyance en son corps. Enfin, c'est très différent, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes, ils vont avoir plutôt une spiritualité de type religieux, alors que pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Et ça, c'est très, très, très personnel. Donc voilà, moi en tout cas dans ma vision, la physique quantique et la naturo-quantique me permettent d'expliquer certaines de mes croyances spirituelles. Mais c'est mon jardin secret. Et la spiritualité, je crois profondément que c'est notre jardin. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça donne du sens à la vie. Et qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces choses qui sont décriées, qui sont pointées du doigt, qui, malheureusement, parfois, à juste titre, on va avoir beaucoup de dérives parce que les gens, on va leur infuser des croyances. Et pour moi, c'est le côté négatif ou le côté extrême, comme on peut le voir dans tout, alors que la spiritualité, elle est vraiment interne. C'est comment est-ce que moi, je donne du sens à ma vie ? Qu'est-ce que je crois qui donne du sens à ma vie, qui me rend la vie plus belle, la vie plus joyeuse, la vie plus compréhensible. Mais ça m'appartient. Moi, ma vision de la vie, elle m'appartient et elle évolue tout le temps. J'explique un des rituels chamaniques dans mon livre qui m'a fait vivre une expérience proche d'une expérience de mort imminente. Ça a bouleversé ma vie et ma vision du monde et évidemment mes croyances sur la vie au sens large, au sens de plus grand que soi, ont complètement changé. Mais ça, c'est ma spiritualité. Par contre, la spiritualité, quand je l'explique dans « Reprends le pouvoir sur ta santé », la spiritualité est
importante dans l'équilibre général d'une personne. Et aujourd'hui, on la jette un petit peu trop à la poubelle. Et pourtant, il y a des études qui montrent que les personnes spirituelles sont en meilleure santé, ont des fins de vie beaucoup plus apaisées, etc., etc. Donc, c'est pas négligeable. J'ai un peu répondu à côté, je crois, mais... Non, mais c'est bien, mais c'est parce que justement, c'est de se dire que, et tout ce que tu dis derrière par rapport à voilà comment c'est vu aujourd'hui dans la société, etc., c'est très important parce que le mot est abîmé un peu, je trouve, d'une certaine façon, et donc forcément tout ce qu'il y a derrière aussi, et parce que peut-être il y a justement cet amalgame parfois entre religion et spiritualité, etc., et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est tellement fort, tellement beau, de base, c'est tellement pur et personnel. C'est très personnel. Il y a des gens qui vont croire en un dieu. Il y a des gens qui vont croire en l'univers. Il y a des gens qui vont croire en la lumière. Il y a des gens qui vont croire en leur guide. Il y a des gens qui vont... Croyez en ce que vous voulez, c'est votre spiritualité. L'important, c'est que ça vous fasse du bien. Et qu'on n'influence pas les autres à croire exactement la même chose que ce que nous, on croit. Mais ça, c'est un vrai défi. Quand je donne des ateliers ou des formations en naturopathie quantique, j'ai souvent, oui, est-ce que vous croyez à... Est-ce que vous pensez que... en fait, il y a ce que je pense. Mais en vrai, ce que je pense, on s'en contrefou. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous? Si vous pensez que quand je joue du tambour et que la vibration de l'animal a un impact sur vous parce que ça appelle vos anges gardiens et que ça vous amène des messages, et grand bien vous fasse, en fait. Moi, dans ma vision, c'est différent de ça. Mais la conclusion, c'est la même. Hein. Vous êtes apaisé, vous êtes bien. C'est tout ce qui compte. Exactement. En vrai, faut pas que ça nuise aux autres. Faut pas imposer ça aux autres. C'est juste que ça nous fasse du bien à nous. Est-ce qu'on peut entraîner notre perception pour mieux sentir son environnement, pour avoir des meilleures relations de manière générale, pour accomplir ses projets? Je crois que je vais revenir. Je crois que je vais revenir sur l'exercice de sentir ses pieds. Okay. Parce qu'en vrai, c'est de revenir dans son corps. Et au début, alors il y a un exercice aussi qui est sympa, c'est quand on sent quelque chose, même si ça n'a pas de sens, de le noter. De le noter, juste pour voir. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup besoin dans notre société de rétrofeedback. C'est-à-dire de se dire, ah, j'y avais pensé. Et très souvent, des gens vont penser, ils vont dire, je savais que ça allait arriver, j'y avais pensé il y a 2 jours, mais tu me croiras jamais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de pas palpable de se dire, merde, je l'ai pensé, mais j'ai pas de preuves. Et même pour soi, de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment pensé ça? Non, mais j'ai déliré, c'est pas possible. Etc. Alors que c'est vrai que quand on l'écrit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pensé ça. J'avais écrit ça, puis ça finit par arriver. Donc, en dehors de revenir dans son corps, qui est la base pour avoir ces sensations corporelles qui vont plus vite que le mental, et surtout de faire attention, quand on a une intuition, quand on a une sensation, c'est quelque chose d'extrêmement furtif. Comme le dit mon ami Anne Figo, c'est un peu comme si c'était un si dièse ou un si bémol. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la même chose entre la pensée mentale et l'intuition. Il y a quelque chose qui est différent dans la je sais pas si c'est une tonalité, je suis pas bon en musique, mais en tout cas sur le truc. Et en fait, ça dure 1 milliardième de seconde. Et ensuite, il y a le mental qui commence à interpréter. Et c'est déjà d'observer ce qui se passe dans le corps et de se dire, ok, il y a eu ça, mais de pas l'occulter. De se dire, ok, il y a eu ça, et ensuite, le mental, il veut s'éclater. Voilà, vas-y, éclate-toi, fais ton délire, fais ton truc. Mais de ne pas oublier ce petit flash, ce flash de lumière, cette petite chose qui est arrivée à ce moment-là. Et au début, comme tout le monde, on va pas en tenir compte. Et c'est là où le rétrofeedback, il est intéressant. C'est de ne pas oublier que c'est arrivé. Parce que même si on fait l'inverse, a posteriori, c'est se dire, je le savais. Je le savais, mais je ne l'ai pas écouté. Et là, de ne pas se blâmer, de ne pas culpabiliser. C'est juste de dire, ok, je sais que c'est arrivé. En fait, c'est toujours de monter à la conscience, de dire, ok, je sais que j'ai vécu ça, je sais que j'en suis capable. Ah mince, c'est pas que chez les autres, ça m'arrive aussi. Et je peux en tenir compte et le travailler. Mais ça va, pour moi, passer vraiment par le corps, les sensations physiques et cette espèce de rétrofeedback en prenant conscience. Mais donc, on peut bien s'entraîner, en fait. C'est vraiment se réancrer, en fait. Rapprendre l'ancrage. En fait, c'est quelque chose de naturel. On l'a tous, c'est spontané. C'est instinctif. De toute manière, j'ai lu des textes là-dessus. Il suffit juste de partir en forêt pendant 2-3 jours. Et au début, déconnecté. Au début, on est complètement perdu. Et il y a un moment, il y a un instinct un peu animal. On sait... On peut pas l'expliquer, mais on sait qu'il y a un chevreuil qui nous regarde, ou on sait qu'il y a un animal qui nous regarde. On le voit pas, mais on le sent. Et ça, c'est arrivé à tout le monde lors d'une balade en forêt, de se dire, c'est vrai, je sens quelque chose, il y a un truc là. Ça, c'est juste animal. À la base, c'est ça qui nous a permis de survivre, ces instincts-là. Donc, on les a.
Personne n'est déconnecté de son intuition. C'est juste que parfois, il y a un petit peu trop d'électricité ou de brouillard qui fait que ça vient un petit peu perturber la compréhension de ces choses-là. Et c'est vraiment on revient au corps, on ressent, on observe et on prend conscience d'eux. Même si on l'écoute pas. Et de faire monter à la conscience que cet outil est là. Et c'est un petit peu comme apprendre à marcher. Hein. Au début, on se pète la gueule. Mais on finit par y arriver. On avance doucement là vers la fin de l'épisode. En fait, j'allais te demander justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer à se connecter à tout ça dès demain, mais finalement, tu as un peu déjà répondu à la question, mais je sais pas si peut-être un peu le guide du débutant pour pour accepter en fait tout ce qui est la physique quantique, la réception des informations et faire infuser tout ça et vivre justement de se dire qu'on vit dans un monde où on n'est pas juste notre matérialité et qu'on a toute cette information autour de soi derrière. Qu'est-ce que tu dirais ? La première chose, je dirais que c'est d'écouter les discours différents, de voir qu'il y a peut-être autre chose, de juste les écouter, qu'on soit d'accord ou pas, d'écouter les points de vue opposés et de s'autoriser à ce que peut-être la réalité ne soit pas exactement telle que je l'aperçois. C'est une histoire de paire de lunettes. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord à ce qu'on ne croit pas à ce que je raconte. Moi, je m'en contrefous. Je suis tout à fait d'accord que ça puisse perturber certaines personnes, que ça puisse provoquer des émotions chez certaines personnes. Parce que là, définitivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça vient chercher. J'adore ça. Et peut-être une des premières choses, c'est d'observer ça, de se dire, OK, et si j'essayais ? Et si j'acceptais de changer un petit peu ma paire de lunettes et de voir, est-ce que peut-être je peux juste relire ma journée autrement ? Est-ce que je peux juste d'accepter que tout ne soit pas nécessairement tel que je l'imagine ou tel que je le vois. C'est pas nécessairement simple, mais pour moi, c'est une des règles, de juste d'avoir l'humilité de se dire que peut-être je sais pas tout. Moi, c'est ce qui ouvre le livre, c'est cette maxime je sais que je ne sais rien, et depuis que je vis ces expériences-là, elles guident complètement ma vie. Je sais que je ne sais rien et que tout est vrai et faux à la fois et en même temps, parce que une personne qui va avoir une vision complètement matérialiste, elle a raison dans son champ de vision. Et la personne post-matérialiste, elle a raison dans son champ de vision. Et donc, ça sert à quoi de lutter, de combattre? C'est uniquement des guerres d'ego qui, moi, m'intéressent plus du tout. Je dis pas que mon ego a pas été heurté et avoir envie de convaincre à un moment, mais aujourd'hui, je m'en fous. Et donc, pour revenir sur la question, c'est peut-être de juste mettre son ego de côté, de se dire « Et si c'était différent ?» En fait, c'est pas si mal. Peut-être il y a rien de grave, il y a rien de dramatique, mais peut-être que ça peut m'aider. Et si c'était différent? Et si j'essayais? Point. Mais je me demande si c'est pas la peur, en fait. Que les gens n'ont pas forcément hyper confiance en eux. Ils ont peur et ils ont peur que leur monde s'écroule s'ils changent d'avis ou s'ils s'ouvrent à d'autres choses. Enfin, je me pose la question, quoi. Si c'est pas la peur qui fige. Oui, il y a de ça. Il y a clairement beaucoup de ça, et qu'importe les raisons. Mais moi, je vais même creuser la chose un petit peu plus loin. C'est que dans tous les écrits sacrés, tous, on nous dit qu'on est des êtres créateurs. Donc ça veut dire qu'on peut donc influencer notre réalité. Ça va de la Bible au Coran à tout ce qu'on veut. Tous les textes disent la même chose. Ça fait peur, hein, de savoir qu'on peut tout créer, que l'on peut tout vivre et que l'on peut tout faire. Mais ça fait peur, mais ça va même plus loin que ça. Ça veut dire qu'on en est responsable et on en vient à ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, on est responsable de ce qui nous arrive parce qu'on le crée. Moi, je l'explique dans l'expérience que j'ai vécue où, quand je suis revenu à moi, j'ai compris que je reprenais le costume de Loïc, je reprenais la pièce de théâtre que je joue, sauf qu'avec la seule différence, c'est que je pouvais faire ce que je voulais. Parce qu'en gros, je créais ce que je voulais, le rôle que je voulais. Et je joue le rôle que j'ai envie de jouer. Et je peux le changer, je peux changer de costume à n'importe quel moment. Mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur, parce que ça nous rend responsables de ce qui se passe. Tout à fait. Et je crois que c'est ça, cette peur vraiment fondamentale. Et on nous a enlevé de ce pouvoir-là dès le début. C'est pas pour rien que mon nouveau livre s'appelle « Reprends le pouvoir sur ta santé ». C'est-à-dire que c'est ce que j'explique dans Naturopathie quantique. C'est-à-dire on a le pouvoir sur ce que l'on vit. Et depuis, ça va des religions jusqu'au gouvernement, on nous retire notre pouvoir.
Et ça fait peur de le récupérer. Il y a plein de gens qui veulent pas le récupérer. Ouais, je suis convaincue de ça. Et je le comprends. Mais il faut pas oublier qu'en effet, il y a cette responsabilité qui peut être négative, mais aussi très positive. Et on peut faire des choses merveilleuses. Et c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie. Ah, mais c'est clair. C'est pour ça qu'on peut tout créer. On peut créer la vie qu'on veut. Souvent, on crée par défaut. Parce qu'on ne sait pas qu'on peut le créer. Donc, on laisse ces informations un petit peu nous... Ça veut pas dire sans contrainte. Non. Ça veut juste dire qu'on compose. On peut composer, on choisit de composer comme on veut. Exactement. C'est plus vraiment l'interprétation. C'est comme tu parlais de musique tout à l'heure. Quand tu interprètes une partition, t'as le loisir de l'interpréter comme tu le souhaites. Oui, puis c'est ta patte. Puis il y a des gens, alors moi je compare avec quelqu'un qui est très proche de moi. Autant moi tout ce que je vous dis, je le sais, je le conceptualise, etc. et tout, mais créer ma réalité, des fois ça me saoule parce que je le pense, je le machin, je le sais, machin. Et ça n'arrive pas. Parce qu'il y a un blocage qui est subconscient, générationnel, transgénérationnel, qu'importe, il y a quelque chose. Je vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Alors ça, c'est quand même assez fou. Ouais, non, j'exagère. Par contre, je connais des personnes, que ce soit la personne avec qui je vis, que ce soit des membres de ma famille, qui, eux, pensent, ça arrive dans la semaine qui suit. Puis je suis en mode, les gars... Ouais. Les gars, c'est général. Oui, bien sûr. Non mais comment vous y arrivez? Moi j'en parle, je le matérialise, je fais mes méditations, je fais tous mes trucs et ça arrive pas. Vous dites juste ouais je voudrais ça, 15 jours après ça arrive en mode t'as vu j'y avais pensé il y a 2 ta gueule. Donc en vrai on est aussi un peu cordonnier mal chaussé par rapport à nos habitudes, par rapport à nos mémoires. Il y a des freins qui sont en dehors, mais il y a vraiment des gens qui sans même le vouloir, ont un pouvoir créateur, sans même qu'ils forcent, quoi. Moi, je les envie, quoi. C'est juste dingue. Ah non, mais je vois les trucs, moi, dans les membres de ma famille qui sont lunaires, quoi. Je suis en mode... Oh, c'est pas cool, ça. C'est ça. C'est pas juste ça. J'ai fait ton travail avant, c'est pas moi qui récupère les fruits. Non, mais c'est juste de se dire, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Ouais, non, c'est clair. Et ça arrive. Tout à fait. Alors que moi, je vais avoir autre chose. Moi, je vais... En fait, c'est comme si mon délai de création était un petit peu plus long, où je savais les choses d'avance. Moi, je sais très bien ce qui va m'arriver dans ma vie. Je le sais et je le vois, mais des dizaines d'années après, des fois, où je me dis, ah ouais, moi, par exemple, j'ai toujours su. Et c'est pas alors ça peut être je l'ai créé parce que j'avais cette intuition-là ou parce que j'ai choisi cette ligne de temps. J'en sais rien et je donne pas d'explication. J'ai toujours fait des fautes d'orthographe à la chaîne et je crois que ça se voit sur les réseaux sociaux. J'ai toujours détesté me relire. J'ai toujours eu de très mauvaises notes en orthographe. Mais j'ai toujours su que je sortirais des livres. C'est quand même un peu paradoxal. Ouais, mais c'est vrai. Si mes profs me le voient, et je suis sûr qu'il y en a qui me voient aujourd'hui, ils doivent halluciner. Moi, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que je sais ce qui va m'arriver. Et il va y avoir une forme de frustration que ça n'arrive pas assez vite parce que je suis convaincu, et c'est physique, que ça va arriver. Alors qu'il y a des gens qui, eux, c'est ça, dans mon entourage, il y a des gens qui sont moins convaincus de ça, mais qui vont plus le projeter, et ça finit par arriver. Et voilà, c'est 2 fonctionnements qui sont un peu différents, mais des fois, j'aimerais que ça arrive plus vite. Et justement, tu sais que parmi nos auditeurs, on a une majorité d'entrepreneurs, de dirigeants, de médecins entrepreneurs, etc. Naturopathes entrepreneurs aussi. Comment est-ce qu'on peut rapprocher cette notion de quantique, de naturopathie quantique, de la vie d'entrepreneur que tu as, puisque tu es entrepreneur, et comment tu t'en sers au quotidien à bon escient? Ouais, c'est une bonne question. J'aime beaucoup le à bon escient, parce qu'évidemment, on peut tout créer. J'accompagne pas mal de leaders dans les mentorats, dans l'accompagnement justement par rapport au développement du business, que ce soit de naturopathes ou autres, même des gros leaders. Et en fait, c'est de revenir à une certaine... de les ramener dans leur corps, de les ramener justement en dehors du mental, pour, d'une part, prendre soin d'eux physiquement, ce qui n'est pas toujours simple quand on est leader. C'est tellement dur d'arriver à faire ça. Parce que c'est de créer des espaces, des moments pour ne serait-ce que juste avoir la bonne alimentation. En fait, alimenter déjà son corps pour qu'il fonctionne bien. Déjà, parce qu'on sait aussi qu'il y a le lien entre le microbiote, le système nerveux central, donc le cerveau, le stress, l'anxiété qui peut venir du microbiote. Donc déjà, on alimente bien le corps. Et ensuite, c'est de travailler sur d'autres aspects d'élargissement de conscience, de reconnexion à soi,
via tout un tas d'exercices, tout un tas de différents protocoles pour se ramener à soi, pour justement créer sa réalité, revenir là. Quand je dis tout à l'heure que je ne crée pas ma réalité, évidemment que je la crée, on la co-crée tous ensemble. Je ne serais pas aujourd'hui là, sur ce micro, à sortir mon 10e bouquin si je ne l'avais pas créé, si je ne l'avais pas projeté, si j'en avais pas mis l'intention. C'est juste que des fois, j'ai envie que ça aille un peu plus vite, c'est tout. Parce que ça, c'est moi. Et en fait, dans le travail avec les leaders, c'est aussi ça. Et souvent, d'ailleurs, les plus grands que je peux accompagner sont souvent des gens qui n'ont pas vraiment besoin que je leur dise beaucoup de choses. Parce que c'est souvent les gens les plus s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils n'ont pas suivi leur tête. Ils ont suivi leur gut, ils ont suivi leurs intestins. Il y a quelque chose qui les a amenés là. Et c'est ce que l'on va reconnaître souvent chez les plus grands leaders. Et même les plus grands chercheurs. C'est que c'est pas la tête qui les a guidés. C'est autre chose. Les chercheurs, c'est vrai. Et en fait, ce autre chose-là, souvent, c'est de l'entretenir et de leur permettre de revenir au corps et d'alimenter leur corps, de prendre des espaces pour leur corps pour ne pas perdre cette chose-là, cette flamme-là qu'ils ont déjà. Et donc le travail, il est plus là. Je dirais pour les plus grands. C'est vrai que quand on est, je ne veux pas classer petit leader ou petit entrepreneur, mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup plus de stress, d'anxiété et le mental va prendre plus le dessus. Et donc là, il y a un travail qui est un petit peu plus global. Mais disons que c'est comme ça que moi je le vois. C'est vraiment revenir à son corps, et travailler sur sa capacité de création. Et cette capacité de création, elle passe par vraiment son ressenti. Et d'influence aussi, parce que tout ce qui est management, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les dirigeants, les leaders ont vraiment une influence sur le reste de leurs équipes, qu'ils aient 10 collaborateurs ou 1000 collaborateurs. Et ça, ils en ont pas toujours conscience. Et le fait qu'ils soient épuisés au bout du rouleau, ils se rendent pas compte que ça a une influence directe sur leurs collaborateurs et sur leur performance et sur leur bien-être, etc. Ils pensent que c'est complètement décorrélé. Ok, je suis fatigué, mais les autres, ils doivent y aller, peu importe quoi. Et le fait que eux se mettent dans le rouge, ils se rendent pas compte qu'ils poussent leurs collaborateurs inconsciemment, parfois consciemment, quand c'est un pervers narcissique, dans le rouge aussi. Et cette corrélation-là, je trouve qu'elle est très quantique finalement. C'est le même système. Voilà. C'est un système. En fait, l'entreprise en elle-même est un système dans lequel tous les collaborateurs gravitent. Et c'est là aussi le défi quand j'interviens en entreprise ou quand je donne des confs, etc. C'est justement de faire comprendre ça. C'est-à-dire, c'est une entité, c'est un système. De la personne qui nettoie les toilettes jusqu'au leader de l'entreprise, jusqu'au PDG, chaque personne va avoir une influence sur la société. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus comprises, peut-être un peu moins dans les sociétés françaises que dans des sociétés américaines, où vraiment on va vraiment avoir une influence et un impact, et il est profondément important que le bien-être et la santé des employés soient considérés. Et maintenant, on le sait, il y a des gens qui de plus en plus donnent leur démission pour aller vers un salaire plus bas, mais par une considération et un bien-être plus élevé, parce que tout ça va s'influencer. Et en fait, la société en tant qu'entité va suivre l'impulsion donc du PDG, du leader, du créateur, mais en gros, il n'arrivera jamais là si déjà il prend pas soin de lui, ça va influencer le reste, donc il faut aussi prendre soin de tous les collaborateurs. Et ça, c'est vrai en France, c'est beaucoup plus difficile à faire comprendre. À l'étranger, c'est beaucoup plus ancré dans certaines cultures. En France, c'est vrai que ça, c'est un défi que j'essaye d'inculquer aux personnes que j'accompagne, pour dire, ou quand je vais dans les entreprises, pour dire, voilà, non, là, c'est très bien, vous avez fait une conférence sur l'endométriose parce que vous avez beaucoup de femmes dans votre entreprise. Ok, mais il y a aussi des hommes dans votre entreprise, donc il faut aussi en prendre soin aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont dans des situations par rapport à leur poste de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Est-ce qu'on propose des consultations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, en fait, pour que justement votre société continue à avoir une bonne énergie et continue à bien se développer? Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est un vrai défi que j'essaie d'ancrer. Après, les personnes qui viennent me voir quand ils sont PDG ou autres, en vrai, ils sont déjà un peu ouverts. Mais oui. C'est ça. Donc, et puis je pense que ceux qui écoutent le podcast le sont déjà un tout petit peu aussi. Et en fait, c'est là le défi, c'est d'aller faire comprendre aux autres qu'en fait, s'il y a un blocage à un moment, il est fort probable que ça vienne d'eux. Et que ça vienne pas nécessairement des employés, qui eux sont déjà pressés comme des citrons et les collaborateurs font déjà ce qu'ils peuvent. Et qu'en fait, quel est le regard, quelle est l'énergie que le leader, que le responsable va amener à ses équipes et comment tout ça va évoluer dans le sens de la vision de la personne. Je vais prendre un exemple qui est complètement différent. J'ai eu 15 milliards de vies, dont une où j'ai eu l'occasion de faire du cinéma et de tourner dans un film avec Xavier Dolan.
Et en fait, j'ai été fasciné par ce moment de tournage, parce que c'est quelqu'un qui a une vision, mais une vision qui est excessivement précise et pointilleuse de ce qu'il veut. Et en fait, il va recommencer et guider toutes les figurants, tout le monde, pour vraiment aller là. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est ça, cette espèce d'étincelle de génie que peuvent avoir certains leaders ou certains créateurs, où ils savent ce qu'ils veulent, et en fait, ils vont pas y aller tout seuls, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas y aller tout seuls. Ils vont y aller avec tout le monde autour d'eux. Et en fait, pour moi, c'est un des plus beaux exemples que j'ai pu voir, parce que j'étais acteur au sens d'être présent sur cette scène-là, et en même temps de pouvoir voir comment travaille quelqu'un qui a une véritable vision, qui sait où il doit aller, et qui sait qu'en gros, il a besoin de tout le monde pour pouvoir y aller. Et c'est vraiment un des plus beaux moments de cette mini-carrière que j'ai pu avoir dans le théâtre ou dans l'acting. Et ça, c'est pareil pour les leaders que j'accompagne. J'essaie vraiment de leur faire comprendre que vous avez une vision, mais vous n'y arriverez jamais tout seul. Donc, il faut prendre soin de votre corps. On va travailler sur tout ce qui est création de sa réalité. Mais en même temps, il faut aussi le faire parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de vous suivre. Et c'est exactement ça pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients, puisque c'est ce qu'on diffuse et d'où le lien avec toute la naturo-quantique. Super, écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Parce qu'il faut qu'on mette à un moment donné une fin, parce que sinon, voilà, mais c'était passionnant. Mais peut-être, parce que tu l'as esquissé un peu tout au long de notre échange, mais donc tu viens de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle donc « Reprends le pouvoir sur ta santé ». Peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu davantage ? Alors oui, avec plaisir, parce que vraiment, je suis comme tous mes bébés, en vrai, qui sortent, je suis touché, mais celui-là, particulièrement, je crois qu'il résonne aussi fort que Naturopathie quantique, parce que Naturopathie quantique est un peu différent de tout ce que j'ai pu publier, et celui-là l'est tout autant, parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai voulu écrire, parce que c'est un petit peu le résumé de mes 12-13 ans de carrière maintenant, parce que j'ai vu des milliers de consultants, que ce soit en France, au Québec, j'en ai eu en Asie, j'en ai eu un peu partout via la téléconsulte, et en fait, je me suis rendu compte que quasiment 90% des gens qui venaient me voir en consultation n'avaient pas les bases. Une grande partie des gens, en gros, me déposaient leur pouvoir sur la table, en mode, tenez, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça pour que j'aille mieux ? Et en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et en fait, c'est pour ça que le livre s'appelle « Reprends le pouvoir sur ta santé », parce que c'est un petit peu une rétrospective sur mes 12-13 années de consultation, et tous les sujets sur lesquels nous avons un levier d'action pour aller mieux. Ça passe évidemment de l'eau que l'on boit, de l'alimentation que l'on mange, de l'air que l'on respire, des ondes électromagnétiques que l'on nous bombarde tout le temps et on passe notre temps à nous dire « je peux rien faire contre ça ». Il y a plein de choses qu'on peut faire contre ça. Et se protéger chez nous, c'est très simple en fait, des ondes électromagnétiques. Mais ça va aussi de la spiritualité qui nous manque, des liens qui nous manquent, des mémoires que l'on porte. Il y a plus de 200 études scientifiques dans le bouquin, c'était quand même important pour moi de bien l'ancrer. Et c'est vraiment un guide de « ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, chez vous, pour reprendre le pouvoir sur votre santé avant d'aller voir un naturopathe, avant d'aller voir n'importe quel praticien. Parce que le praticien, il est là pour guider, il est là pour accompagner, mais en vrai, c'est vous qui allez faire les choses. C'est ce que je passe mon temps à dire. Moi, ça va, j'ai pas le problème que vous avez, et c'est vous qui allez changer les choses. Donc, avant d'en arriver à consulter, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et c'est un livre qui est 360 degrés, parce qu'en fait, chaque chapitre ramène donc sur Navae, donc la plateforme et la communauté que j'ai construit, où j'ai sélectionné des produits qui correspondent à la catégorie pour, de manière simple et sans avoir à réfléchir, pouvoir mettre en place les choses. C'est vraiment du pratico-pratique, clé en main, on a de l'explication, on a directement les produits que j'utilise moi, parce que ça on me le demande tout le temps sur les réseaux, vous utilisez quoi? Donc voilà, il y a juste un QR code à scanner, et il y a vraiment des petites fiches récap en mode, qu'est-ce que je peux faire pour connecter à la nature? Parce que c'est un des chapitres. Bon, je sors une demi-heure par semaine, ou une demi-heure par semaine, c'est pas ça exactement le truc, hein, mais je profite une demi-heure le matin du soleil, voilà, des petits trucs pratiques en fait, parce qu'en fait c'est simple, même quand on vit en ville. Et c'est l'idée du livre, et j'en suis vraiment, vraiment content. J'espère que vous allez l'aimer autant que je l'aime.
Ah, mais aucun doute, c'est un super programme. On mettra tout en description, évidemment. Et merci beaucoup donc, pour ce livre, pour cet échange, pour Nature Quantique et pour tous tes ouvrages d'ailleurs, parce qu'ils sont tous très à la fois accessibles et très bien sourcés, etc. Donc, c'est vraiment c'est passionnant. Merci beaucoup. Pédagogique. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour le Q&A. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.